à ce plateau spécial Covid-19. On en parle, urgence santé. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge de personnes atteintes de cette maladie qui est bel et bien la Covid-19. Pour ce faire, nous recevons sur ces plateaux un spécialiste en santé publique. Il est aussi un membre de l'équipe de la riposte contre cette pandémie. Il s'agit là du docteur Michel Mouvoudi. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gabriela. Et je ne serai pas toute seule sur ce plateau. À ma droite, j'ai J'espère Labunda. J'espère, bonjour. Bonjour Madame Gabriela, bonjour Docteur Michel Mouvoudi. Bonjour, J'espère. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Je parie que nous allons passer des moments tellement précieux parce que, en tant que membre de l'équipe des ripostes, les éclairages supplémentaires nous seront bien sûr fournis. Exactement, merci. Alors, une première question, docteur Michel Mouvoudi. Vous êtes membre de cette équipe de riposte. Alors, comment évolue le travail que vous effectuez depuis un mois et demi? Merci, Madame, pour d'abord cette opportunité que vous me donnez à la fois de communiquer avec la population, mais aussi d'aborder des questions d'ordre opérationnel en rapport avec la lutte contre la pandémie au Covid-19. Alors, visiblement, si vous voulez que je vous dresse un tout petit bilan en rapport avec la riposte, je crois que je pourrais l'articuler sur trois volets. Donc, un bilan technique d'abord, un bilan opérationnel, un bilan stratégique. Okay. Alors, sur le bilan technique, je vais principalement m'appesantir sur l'évolution en termes de l'épidémie, donc en termes de nombre de cas. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020, donc le pays compte 1455 cas Covid-19. Vous avez 61 décès, ce qui vous fait un taux de létalité ou de mortalité autour de 4,1%. Nous avons justement aussi, quand même, il faut le dire, obtenu 270 guérisons, ce qui est très bien. Évidemment, en termes de provinces touchées, on en a 7. Okay. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 semaines. On a aujourd'hui 7 provinces qui sont affectées, mais notez quand même qu'il y a des provinces qui ont fait des efforts considérables et qui ont déchargé des malades. C'est notamment le Kwilu, c'est le cas aussi de la province du Sud Kivu. Okay. Mais nous avons des provinces qui ont rejoint le peloton de désinfectés, c'est notamment le Katanga et le Congo central où la situation semble pas très bien encore évoluer jusque-là en termes de contamination. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient premièrement qu'il faut renforcer les mesures barrières. Donc je pense qu'à la fois, il faut comprendre que la propagation ne peut être limitée que par l'observance des mesures barrières. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais deuxièmement aussi, je crois qu'il faudra de plus en plus augmenter le dépistage dans la population. Je l'ai mentionné sur plusieurs chaînes. Lorsque vous avez une maladie de ce type où vous avez la plupart des personnes asymptomatiques mais qui sont en train de contaminer, il faut dépister le plus de cas le plus tôt possible pour les traiter et les isoler. Donc ça, c'est vraiment sur le volet technique. Et je crois que ce qui a été fait quand même en termes de progrès sur ce point-là, il faut mentionner, c'est qu'en fait, le taux de létalité des décès a sensiblement diminué. Au début de la pandémie, on était autour de 10%. On est aujourd'hui autour de 4,1%. C'est encore beaucoup. Je mentionne que c'est encore beaucoup. Il y a lieu de faire des efforts pour justement arriver à un taux qui soit quasi de zéro, parce que la mort, un être humain reste un être humain, on ne peut pas accepter qu'il y ait des décès, et si vous regardez dans beaucoup de pays, on a de très bonnes situations en termes de prise en charge, donc on a ce défi-là. Mais de l'autre côté, il faut avouer quand même qu'avec le protocole actuel qui a été validé au niveau pays, qui est constitué justement de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de la vitamine C et du zinc, on a quand même enregistré 270 guérisons, ce qui n'est pas peu, d'accord? Donc je crois que c'est important de le souligner. Alors, sur le plan opérationnel, vous savez, les équipes sont sur terrain. Le pays a adopté l'approche zone de santé, ça veut dire en fait au niveau de la ville-province de Kinshasa par exemple, vous avez 35 zones. Ces 35 zones sont des unités opérationnelles pour la mise en œuvre du plan de riposte. Okay? Alors, sur ce point, je pense qu'il faut quand même avouer que mes dernières supervisions montrent qu'on a des défis énormes de moyens financiers et logistiques au niveau des zones de santé. En tout cas, lorsque j'ai visité la zone de santé de Mbinza aux zones, la zone de santé de Mbinza Météo, Lemba, dernièrement Gombe, on a besoin de donner encore le plus de ressources aux équipes de terrain pour mener
bien cette riposte. Alors, je termine avec le plan stratégique. Sur le plan stratégique, je continue à insister justement sur les efforts à faire en termes de communication. Vous savez que cette riposte a plusieurs instances stratégiques qui doivent justement bien collaborer, bien communiquer. Il y a des efforts très intéressants qui sont en train de se faire enregistrer, mais il faut continuer. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, reculant un tout petit peu en arrière, peut-on parler, bon, à ces stades où nous trouvons à présent, nous enregistrons plusieurs cas par jour, 70 cas, 15 cas, peut-on dire que la RDC est rentrée dans une phase exponentielle? Alors, phase exponentielle, si vous regardez l'évolution de l'épidémie en tant que telle, ça veut dire, oubliez, je vais vous parler du matching épidémie-population. Si vous regardez la manière dont on a évolué, je n'ai pas la courbe avec moi, mais vous allez vous rendre compte que la courbe est principalement en dents de scie. D'accord ? Vous n'avez pas cette courbe, vous n'avez pas la même courbe qu'on a par exemple en Italie ou en France où la courbe vraiment monte de manière exponentielle. Vous avez une courbe principalement en dents de scie. Et pour votre information, madame, les derniers cas qui ont justement explosé la ville de Kinshasa étaient principalement issus des dépistages de la prison de Ndolo. D'accord ? Et tout récemment aussi des cas qui viennent du Congo central. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Mais en fait, moi, je l'ai mentionné plusieurs fois et c'est un avis de spécialistes. Je crois qu'il faut retenir qu'en RDC, vous avez une forme très asymptomatique. Ça veut dire quoi? Vous avez des personnes visiblement en bonne santé mais qui contaminent. C'est comme ça qu'il faut faire des efforts pour dépister le plus de gens parce que moi, j'ai l'impression que la maladie peut circuler à bas bruit. D'autant plus que même déjà avant le 10 mars, quand on a déclaré le début de l'épidémie, je pense qu'il y avait probablement déjà des cas de Covid-19 en RDC. C'est possible parce que vous vous rappelez qu'en ce moment-là, les gens allaient en Chine alors que la Chine était touchée. Les gens allaient en France, en Belgique, en Italie, alors que ces pays étaient fortement frappés par la pandémie. Est-ce que la maladie était déjà là? C'est possible. Ok, ce sont des hypothèses. Mais je crois que pour le moment, l'augmentation de cas doit nous donner deux leçons. La première leçon, c'est comprendre qu'en fait, on doit renforcer les mesures barrières. Ça veut dire que le virus est en train de se propager. Okay. Le deuxième message, c'est aussi en fait qu'on a beaucoup intensifié les mesures de dépistage. Ce qui est bien, hein, parce que moi, j'ai toujours dit, au plus on a des cas qui sortent, mieux c'est parce qu'on sait les identifier, les isoler, les traiter. On évite le réservoir. Mais que de laisser une maladie évoluer à bas bruit. Donc, encore une fois de plus, il faut qu'on augmente ce dépistage pour qu'on arrive justement à une déplétion de la courbe. Vous avez étalé cette panoplie de stratégies. Vous avez parlé bien sûr de la stratégie et puis de la technique. Est-ce que nous pouvons au moins comprendre, malgré cela, malgré les multiples efforts déployés par l'équipe des ripostes, mais il y a toujours une certaine opinion qui continue à remettre en cause même l'existence de cette maladie sur le sol congolais, disant que, là c'est une opinion, disant que c'est une maladie réservée à une classe aisée. Est-ce qu'il y a un message peut-être à leur adresser? Bon, en fait, je vais vous ramener un peu à la genèse, hein. Lorsque l'épidémie a éclaté en RDC, j'ai appris, comme vous, qu'il y avait des gens qui disaient que ce n'était pas vrai, y compris certaines classes intellectuelles. Quelqu'un m'aurait même dit que c'était une maladie qui ne touchait pas les Noirs. C'est une maladie qui ne résiste pas à la chaleur. Je crois qu'aujourd'hui, si vous regardez même la visite du chef de l'État dans les hôpitaux, vous avez vu des malades. Il y a même des gens qui disent « montrez-nous des malades pour qu'on puisse croire ». Mais quand vous avez vu le chef de l'État visiter Ngaliema, cinquantenaire et ailleurs, vous avez vu des malades. Okay? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois qu'il faudra beaucoup communiquer. Et c'est le rôle des médias, c'est le rôle de la société, c'est le rôle de tout le monde. Il faut beaucoup communiquer pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas attendre quand on est malade soi-même pour croire que la maladie existe. Il y a certains langues qui pensent que c'est les autorités en principe qui devraient créer d'abord la confiance et l'installer dans les chefs de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette population-là qui est exposée à la maladie. Vous avez parlé ici d'un ennemi invisible, mais malgré cela, on continue, j'insiste bien, on continue à régner même l'authenticité de la maladie ici en RDC. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'équipe des ripostes, peut-être qui n'arrive pas à créer... Non, le problème est complexe. Oui. Le problème est complexe. J'étais en train de vous répondre là-dessus. Moi, je pense que le problème a 3 piliers. Très bien. Le premier pilier, je suis d'accord qu'il faut beaucoup améliorer la communication. D'accord? À travers tous mes messages, partout là où je passe, j'insiste, communiquer. Déficit communicationnel. Voilà, il faut communiquer avec les gens. Tout le monde n'a pas la même compréhension, tout le monde n'a pas la même perception. Hein. Il existe ce qu'on appelle en santé les perceptions des populations. C'est normal. On l'a vu même à l'époque du sida. Lorsque le sida est apparu, il y a des gens qui vous disaient clairement que non, c'était... Je me rappelle, on parlait d'un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux.
Mais c'est quand on a vu les gens mourir qu'on s'est dit, ah, cette maladie existe. Il a fallu beaucoup de communication là-dessus, premier élément, d'accord? Donc je suis d'accord qu'il faut continuer là-dessus. Le deuxième élément, je crois qu'il faudra que les gens comprennent que, en fait, lorsque nous les experts, nous passons, on dit que la maladie existe, ok? Il faut quelque part que les gens prennent conscience et s'en approprient. C'est très important. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce phénomène, vous l'avez principalement ici à Kinshasa. Je comprends probablement qu'il y a des questions de contexte. Vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa, c'est tout le monde qui se mêle dans tout, que c'est possible parfois les gens oublient que non, en fait, on est devant une situation de vie. En province, on n'a pas cette situation-là. Vous voyez, il y a des provinces qui ont très bien géré cette épidémie et qui continuent à bien la gérer avec la participation de la population. Donc je crois qu'il faudra que, à travers les différentes couches, les églises, qu'on continue à faire comprendre aux gens que non, n'attendez pas que vous soyez vous malade pour dire que non, la maladie existe. Vous savez qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Et quand est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru quand ils ont vu leurs proches malades. C'est quand ils ont cru. Mais c'est, excusez-moi le terme, mais c'est manquer de sagesse, c'est manquer quelque part d'intelligence. Vous attendez que vous soyez malade, que votre père, votre mère, votre frère soient malades pour dire la maladie existe. Non. Je crois qu'il faudra comprendre cela. Le troisième élément, je crois qu'il faut prendre des mesures pour que toutes ces personnes, justement, aujourd'hui, qui continuent à nier que la maladie n'existait pas, d'autant plus que vous le savez, vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Il y a eu des personnes malades qui sont passées sur les médias, qui ont témoigné dans ce pays, qui ont dit, écoutez, moi, X, j'étais malade, on m'a soigné, je suis guéri. Alors, lorsque vous avez encore des personnes qui refusent de croire, ces personnes commencent à constituer un danger pour les autres. Il y a un élément très important, docteur Michel Bouvoudi. Vous avez ici évoqué ces personnes qui passent à la télévision pour témoigner de leur guérison. Mais il y a aussi ces personnes-là qui nous balancent sur la toile des diverses vidéos avec toutes les réclamations et revendications sur leur prise en charge. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge, bien entendu. Exactement. Mais ne voyez-vous pas que c'est là aussi vient gonfler la psychose dans les chefs de la population qui, à ce jour, au regard de tous ces faits-là, s'est dit, bon, la maladie existe, elle tue réellement, mais voici un peu les ce qui se passe. Alors, vous avez mélangé deux choses, j'espère. Donc, vous avez premièrement la question d'abord de la perception de la maladie. Je vous ai répondu sur les trois piliers. Vous abordez une autre question, c'est la question de prise en charge. D'accord? Deux questions différentes. Hein? Je voudrais les aborder différemment pour ne pas créer la confusion. Voilà. La question de prise en charge est vraie. Les malades ont des droits. D'accord? Les malades ont des droits. Quand quelqu'un est hospitalisé qui n'a pas mangé, quand quelqu'un est hospitalisé qui n'a pas vu son médecin, il a le droit de se plaindre. D'accord? Mais malheureusement, la manière de se plaindre n'est pas celle qu'on voit. On ne peut pas faire des vidéos dans une salle et on envoie en disant ce ne sont pas ceux qui sont d'un ras-le-bol. Voilà. Les gens, on encourage de plus en plus les équipes de prise en charge à s'approcher des malades, à écouter leurs doléances, parce que quand quelqu'un se plaint qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas de climatisation, c'est une situation réelle qu'il faudra résoudre, n'est-ce pas? Qu'il n'a pas vu son médecin. Ça peut arriver. Et je crois que je l'ai dit, et on ne le se cache pas, nous avons des défis sur la prise en charge. Mais retenez, monsieur, j'espère, et madame Gabriela, que pour faire une prise en charge, on a besoin de moyens, ok? Au-delà de l'éthique professionnelle, ok? Qui doit être imposée, n'est-ce pas, à tout personnel de santé vis-à-vis des malades, parce que les malades ont des droits, il faut des moyens pour que les gens soignent. D'accord? Vous avez appris, par exemple, qu'en Galliema, on a eu du personnel de santé infecté. Vous avez... Imaginez-vous que vous avez votre femme ou votre mari qui part au travail, qui rentre, qui s'infecte. Ok? Dans un contexte comme celui-là, vous pouvez lui dire de ne pas travailler. Ça, c'est un premier point. C'est des choses qu'il faut regarder. Mais de l'autre côté, je pense que, encore une fois de plus, l'incapacité de prendre en charge certaines maladies, pas seulement le Covid-19 en RDC, la situation tire ses racines de très loin. Regardez la situation globale du système de santé en RDC, les hôpitaux. On n'a pas beaucoup d'hôpitaux bien équipés dans ce pays. On n'en a pas. Moi, j'ai fait le tour du Congo. Voilà, moi, j'ai fait le tour du Congo pour votre information. J'ai visité 25 provinces sur 26. J'ai été partout, sauf dans le Bas-Ouelo, je n'ai pas encore été. Vous n'avez pas des infrastructures hospitalières qui répondent aux normes des soins de santé de qualité. D'où l'intérêt d'y penser, d'investir là-dedans et de dire, demain, si on a de l'argent, investissons dans les hôpitaux, formons le personnel de santé, donnons-leur le moyen et surtout la partie formation. La manière d'accueillir, la manière d'être sensible aux demandes des malades, tout ça, ça compte. Je crois que c'est un chantier sur lequel il faut qu'on travaille et on y travaille, on est conscient justement des failles constatées, mais j'insiste encore une fois de plus, l'interface prestataire malade est une interface qu'il faut beaucoup regarder pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, aujourd'hui, la population a tendance à faire confiance aux réseaux sociaux.
Et ces mêmes personnes qui ont eu à réclamer, ils les ont fait à travers les réseaux sociaux. Alors, puisqu'il y a un déficit communicationnel au sein de l'équipe de la riposte, pourquoi ne pas utiliser ce même réseau où les gens, que ces malades-là, que ces personnes-là utilisent pour désinformer la population? Alors, décourager même. Vous devez comprendre qu'il y a une façon de communiquer en santé. Okay. En santé, on ne s'attaque pas aux rumeurs. Hein? Vous n'avez pas une rumeur, vous créez, vous commencez à répondre à tout ce que les gens disent. En santé, vous donnez le meilleur message. Sur les réseaux sociaux, vous avez deux choses. Vous avez justement des faits qui sont réels, qui nous arrivent, qui sont orientés à qui de droit pour les vérifier. C'est normal, ok? Que quelqu'un balance un message du type « Ah, un malade n'a pas mangé on quelque achète part. Par exemple le corps. Je vais y arriver. Un malade n'a pas mangé, vous balancez le message. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Il y a toute une inspection générale de la santé dans ce pays qui s'occupe de scruter ce genre de choses. Mais aussi, vous avez des fabricants des messages qui ne sont pas vrais. Vous en avez beaucoup. D'ailleurs, je peux dire, sur 10 messages que je vois passer à travers les réseaux sociaux, parce que les gens me les envoient, je peux vous dire, 8, c'est des messages inventés. Et c'est là où je voudrais que vous, les professionnels de médias, vous puissiez décourager. Vous savez que, je me rappelle au début de l'épidémie, je ne me trompe pas, il y a un monsieur qui était passé sur vos chaînes, je ne sais pas lesquelles, qui a conseillé aux gens de prendre le Congo Bololo. Et vous avez appris qu'il y avait des enfants décédés, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce monsieur-là? Non, c'est normal, il peut dire ce qu'il pense. Mais vous oubliez que lorsque vous laissez des personnes inventer des faux messages, le risque est plus grand. Nous sommes en santé, on n'est pas dans un processus électoral. Hein? On n'est pas dans un processus de construction de ponts ou de bâtiments. Nous sommes en santé. Vous sortez une image du type, ce médicament peut vous soigner du Covid, quelqu'un prend ce médicament, il meurt, mais vous êtes poursuivable, même condamnable. Vous comprenez? Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'il faut décourager d'abord le comportement congolais qui pousse parfois les gens à faire des messages, à inventer des mots, à inventer des médicaments en disant oui, vous savez que ce médicament soigne. Ça, il faut décourager. La motivation, c'est quoi de tous ces gens-là la motivation, justement, des vidéos sur la toile. Mais la motivation de pouvoir nuire, c'est une motivation que vous retrouvez partout. Pourquoi les gens peuvent insulter? Pour quel intérêt? Mais justement pour gagner. Vous savez que, par exemple, en termes de cure, en termes de recours aux soins, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent, pendant que nous sommes en train justement de promouvoir qu'on trouve des médicaments, qu'on puisse travailler sur la pharmacopée nationale et qu'on trouve des solutions, mais il y a des gens aussi qui peuvent manipuler la situation pour tirer profit. Parce que tout simplement, il va vendre un service qui n'est pas bon. Et vous le savez, hein, on a eu dans ce pays de l'introduction des médicaments, des recettes qui sont nuisibles à la population. L'intérêt est celui-là. Mais aussi, n'oubliez jamais la nuisance. Okay? La nuisance existe. Lorsque vous me posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens déforment le message? Quelqu'un dit le Covid-19 n'existe pas. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement une nuisance. C'est comme ça qu'il faudra justement s'occuper de ces gens. Un, sur la sensibilisation, mais deux aussi, il faut punir toute personne, selon moi, qui invente un message qui ne tient pas la route. Au Brésil, j'ai vu un cas comme ça. Un monsieur est sorti, il a créé un message qui n'était pas vrai. On lui a demandé de prouver l'origine, il n'a pas pu prouver, on l'a arrêté. Au-delà de tout, docteur, vous avez reconnu la nécessité de disponibiliser des moyens nécessaires, bien entendu, pour que vous puissiez, bien entendu, éradiquer cette pandémie. Mais vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que la Covid-19 est curable lorsqu'on s'y prend à temps, n'est-ce pas? Oui. Et pour le contrer en quelque sorte, mais avec un seul laboratoire à travers toute la République. Comment parvenez-vous à vous en sortir dans l'exercice de votre fonction? Alors, 2 points là-dessus. Excusez-moi d'être toujours structuré parce que j'aime bien comme ça. C'est évident. Alors, le premier point, la RDC, vous connaissez l'INRB. Depuis des années, on a toujours eu un seul institut national de recherche biomédicale. Ok? Personne n'a pensé à faire ça. On a eu quand même l'argent dans ce pays, non? En 2015, nous étions les premiers exportateurs de cuivre. On est même passé devant la Zambie. Est-ce que qui a fait une émission, qui est passé à la télé pour dire construisez un deuxième laboratoire au pays? Personne. On a investi l'argent à quoi? À autre chose. On a construit des hôtels. Tout le monde en a. On a construit quoi? On a construit des flats. On a investi dans les maisons, on a fait des fêtes. Aujourd'hui, tout le monde réclame qu'il y ait des laboratoires partout. Mais la question que les personnels de santé que nous sommes, on vous pose, mais pourquoi c'est seulement maintenant, alors que nous avons eu quand même des moments roses dans ce pays? D'accord? C'est pour vous dire encore une fois de plus, lorsqu'on a des moyens, pensez à l'essentiel aussi. L'essentiel, c'est aussi investir dans le système de santé. Si on avait justement investi dans la décentralisation des laboratoires, je crois qu'on n'aurait pas eu ce problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, vous faites face à un virus qui doit être diagnostiqué avec un certain type d'appareil. Ok? Il s'est fait justement que dans le plan que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et les partenaires,
nous avons demandé justement 135 millions de dollars, y compris justement la décentralisation de laboratoires. On a pensé qu'il faut en avoir au moins à Goma, au moins à Lubumbashi ailleurs. Et encore une fois de plus, pour retrouver dans ce temps qui court les matériels, les cartouches des appareils comme le GeneXpert, ça demande de la disponibilité. Vous parlez du stress, docteur. Est-ce que l'aspect psychologique dans la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 passe à quel niveau? Ça passe Alors, il faut que vous compreniez ici, il faut que vous compreniez ici, monsieur le journaliste, que le Covid-19 part d'un rhume banal à une infection pulmonaire. Ok? Vous avez déjà eu la grippe. Est-ce que vous êtes parti vous faire hospitaliser? Non. C'est une grippe. Il y a des gens qui peuvent être soignés à domicile. Vous prenez les médicaments Péros, l'azithromycine, la chloroquine, la vitamine C, le zinc, c'est des médicaments que vous buvez. Notez d'abord ça. Qu'en fait, c'est une maladie à 85% qui est bénigne. Et vous pouvez justement observer certaines mesures et vous faire soigner à domicile sans forcément aller contacter le médecin. C'est comme ça que vous voyez des gens que nous suivons. Vous pouvez être là, vous pétez votre masque, vous prenez votre température, vous buvez vos médicaments et vous vous isolez pour ne pas contaminer. Il y a beaucoup de cas. C'est comme ça que quand il y a des gens qui disent non, voilà, on ne voit pas le nombre de malades, on ne voit pas les 1000 malades à l'hôpital. Non, à 85%, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital. Vous tous, vous avez fait une grippe, vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Ça, c'est le premier élément qu'il faut mentionner. Maintenant, après, vous avez 15% des personnes qui sont en état grave et qui ont ce qu'on appelle les comorbidités. Ça veut dire, tu as le Covid, mais tu es diabétique. Tu as le Covid, tu es hypertendu. Tu as le Covid, tu as une infection rénale. Tu as le Covid, tu as une autre maladie qui aggrave la situation. Ces cas, justement, qui constituent la minorité, sont en milieu hospitalier. Comprenez ça. Donc, c'est comme ça que les gens doivent comprendre ça. Mais maintenant, je crois qu'il y a un adage très vieux qui dit toujours « vaut mieux prévenir que guérir ». Quand moi, je regarde la dynamique des Quinois ici, c'est principalement comment se faire soigner. Non, agissons en amont. Ok? La réussite va être l'application stricte des mesures barrières. Si on applique ces mesures, mais nous allons éviter d'avoir la progression des pandémies. C'est aussi, on constate auprès de la population qu'il y a la psychose qui prend les dessus sur la prévention, docteur. On dramatise même la maladie. Je vous demanderai de faire les tours dans certaines provinces. Il y a des provinces là où les gens respectent ces mesures. Ok? Il faut justement que vous intensifiez, vous les communicateurs, des messages. Il faut. 1. 2. Je suis d'accord qu'il faut que la justice, plutôt la sécurité joue son rôle. Ça veut dire la police doit veiller à ce que si vous n'êtes pas en masque, ben écoutez monsieur, vous retournez ou vous allez ou vous êtes arrêté. Il y a eu même la décision du gouverneur prévoit même des sanctions. Il faut appliquer maintenant. Le chef de l'État dans ce message était très clair. Il faut appliquer ce qu'on a dit. Ça c'est important. Mais maintenant, il faut comprendre que lorsque vous voulez vous protéger, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne d'en haut et vous dise c'est votre propre santé. Vous comprenez? Les gens qui ont douté, il y en a qui ont eu des conséquences fâcheuses. Donc, il faut absolument que les gens comprennent. C'est pourquoi on est là. Hein. C'est pour vraiment appeler les gens à une participation et évidemment une discipline pour qu'on y arrive. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, je rappelle que vous êtes spécialiste en santé publique, mais aussi membre de l'équipe de la riposte contre le Covid-19. Alors, permettez-moi de faire ma marche en arrière. Docteur, vous nous avez parlé de mesures barrières, vous nous avez parlé de ces déficits communicationnels, mais il y a un téléspectateur de cette chaîne qui m'a écrit la semaine dernière, il m'a parlé du district de la Tchangou. Observant cette partie de la capitale, les gestes barrières n'y sont pas respectés. Eh bien, moi, je pu consulter ces tableaux-là et jusque-là, il n'y a aucun cas à Tchangou. Vous avez dit qu'il n'y a pas de cas, parce qu'il y a des cas symptomatiques, mais qui n'ont pas de signes et qui contaminent. Voilà. Donc d'abord, là, il faut corriger, madame. De très vite, ce n'est pas parce que vous voyez, j'espère, comme ça, c'est pas parce que vous voyez Michel Mouvoudi comme ça que vous dites qu'il n'est pas malade. Ça, il faut très vite corriger. C'est le mauvais message. Quelqu'un peut être très bien portant, apparemment, mais il est malade. Il est porteur. Ok, ça veut dire que les gens que vous avez vus à Tchangou, il faut dire, on n'a pas vu visiblement des cas. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont malades, mais qui s'ignorent ou alors qui présentent juste une infection bénigne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que pour eux, malade veut dire quelqu'un alité avec des bonbons, avec des sondes. Non. Mais docteur, ça, c'est le premier élément. À l'allure où ces gens-là évoluent, ouais. Docteur, ne craignez-vous pas les catacombes là-bas à Tchangou? Mais évidemment, madame, c'est ce qu'on vous dit chaque jour. C'est ce qu'on vous demande de passer comme message. Il ne faut pas rêver. Dans une situation où vous dites mettez le masque parce que vous pouvez contaminer, vous dites non, nous à Massina nous allons continuer, mais justement si on a une infection qui arrive, l'infection va partir très vite. C'est très clair et c'est comme ça qu'il faut intensifier les mesures de sécurité. Quand je dis sécurité, ça veut dire la
l'application stricte des mesures et le suivi, ne laissez pas les gens dire « Oh, la maladie n'existe pas, moi je vais me promener sans masque ». Vous constituez un danger public. Le deuxième point, pas seulement à Tchangou, moi je vois même à la Gombe. Vous allez plus loin, madame. Moi je circule à la Gombe, je travaille là-bas, je vis non loin de là. Lorsque j'entre à la Gombe, je rencontre des personnes sans masque. N'allez pas loin à Kitambo, en venant ici à Mbise à Pigeon. Mais j'ai croisé des gens sans masque. Je suis entré ici dans j'ai vu des gens sans masque. N'allez pas à Tchangou parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, Massina !» mais non, mais déjà regardez autour de nous. Faisons un effort et je pense que de la responsabilité individuelle, nous allons tirer une réussite collective. Effectivement, docteur, le chef de l'État a fait la ronde des hôpitaux pour palper du doigt la réalité et apprécier le niveau de traitement des patients atteints du Covid-19. Dites-nous un peu, est-ce que cela a eu un impact auprès du personnel soignant, vous qui soignez? Est-ce que peut-être ça vous a remonté le moral? Il y a eu une motivation quelconque? Exactement, ça c'est clair, il ne faut même pas douter d'un instant. Premier élément, c'est que la supervision d'une telle riposte, c'est nécessaire, ok? Même pas que, est-ce que c'était important, mais dans une telle situation, il faut qu'il y ait des supervisions en cascade, ok? Et c'est très bien de voir ce niveau de hiérarchie descendre, palper du doigt les réalités. C'est très bien et je félicite le chef de l'État pour ça. Alors, deuxièmement, parce que, il y a eu des feedbacks. Il y a des gens qui se sont plaints, il y a des gens qui se sont exprimés. Vous voyez, quand un niveau comme celui-là descend, ben, les gens s'expriment. Et ces expressions ont été justement transmises à qui de droit pour dire attention, les gens se plaignent de la prise en charge. Les gens se plaignent du retard des tests de laboratoire. Les gens se plaignent et des mécanismes se mettent en place pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme ça que moi je voudrais que vous compreniez qu'on est dans une problématique de santé publique. En santé publique, on n'est pas là pour se défendre. Moi je ne suis pas venu ici pour dire non, tout marche, ça va, vous allez voir, ça va. Non, 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 non. Quand on est en santé publique, l'oreille est très importante. Le feedback des bénéficiaires, de la population, va vous aider à réussir. Et c'est comme ça qu'on vous écoute. C'est comme ça qu'on se dispose à vous écouter, à parler. Pourquoi? Parce que ce malade qui va parler d'avoir été mal reçu dans un hôpital, mais son feedback peut nous aider justement à comprendre quelque chose que nous ne connaissons pas peut-être. Que vous ignoriez peut-être. Vous ignoriez peut-être. C'est comme ça que ces genres de missions de supervision que nous voyons, du chef de l'État, du ministre de la Santé, des partenaires, et ainsi de suite, c'est des choses à encourager parce que ça nous ramène de retour d'informations et surtout des informations nous permettent parfois de revaluer nos équipes, mais aussi de prendre des mesures idoines efficaces pour ne pas passer à côté de la problématique. Voilà, nous allons marquer une petite pause pour suivre